Bonjour. Maintenant que vous comprenez les intérêts du cloud computing, l'intérêt pour une entreprise d'héberger son infrastructure dans le cloud, ou du moins de louer ou d'utiliser le leasing, la location des ressources informatiques d'un fournisseur pour son propre usage ou pour un usage interne, il est temps maintenant pour vous d'apprendre à créer l'infrastructure informatique de l'entreprise dans le cloud. C'est vrai que ici, nous n'allons pas entrer dans le cloud en tant que compétence, parce que comme je vous ai dit, le cloud en lui-même, il est vrai que quand on parle de cloud, on est dans une optique d'hébergement. En tant qu'hébergement, la vraie compétence vient sur la mise en place de l'infrastructure on-premise. Et quand vous savez faire ce travail-là on-premise, donc quand vous savez faire le travail de mise en place de l'infrastructure informatique d'une entreprise sur site, de manière physique avec les ordinateurs de l'entreprise, les PC de l'entreprise, alors vous saurez le faire dans le cloud. Ça va être le même principe pour les API et les services web qui sont utilisés pour l'exposition des ressources informatiques que vous avez en fait opté dans la plateforme du fournisseur. Il n'y a que ces petites légères API là et services web que vous allez qui vont potentiellement se rajouter. Mais sinon, à 90-95% des cas, 90 à 95% du travail que vous aurez à faire, ça sera le même travail que vous faites physiquement. Ok? Ça, c'est une chose qu'on dit, c'est une chose de dit. Une fois qu'on dit cette chose, on va également dire que mettre en place une infrastructure dans le cloud, quoique ça reste la même chose que dans le physique, il y a quand même quelques subtilités en fonction des fournisseurs cloud. C'est-à-dire que la manière dont vous mettez en place une infrastructure informatique dans un environnement cloud va dépendre pour beaucoup du fournisseur cloud. Et c'est en ça, en fait, que le cloud en lui-même devient une compétence. Pas une compétence en soi dans le sens où vous avez quelque chose de particulier en plus, non. Une compétence dans le sens où vous devez maîtriser la solution d'un fournisseur cloud. Donc, vous devez maîtriser la mise en place d'une infrastructure à l'aide de la plateforme d'un fournisseur cloud spécifique. OK? Et donc, utiliser une plateforme cloud spécifique n'est pas dans le cœur de cette formation. OK? Le but de cette formation n'est pas de vous former dans le cloud. Le but ici, c'est simplement vous apprendre à utiliser le cloud comme une option stratégique pour mettre en place l'infrastructure dont vous aurez besoin pour pouvoir acquérir les compétences. Okay? Parce que là, dans le cadre de cette formation, on aura besoin des serveurs d'intégration, des serveurs de test, des serveurs de production et quelques machines de développement. Alors, les machines de développement pourront être en interne. Okay? Donc, nous, on va utiliser le cloud comme ça pour faciliter en fait les cas d'usage qu'on va développer dans la formation. Et également pour vous initier au cloud en tant que stratégie IT. Mais soyons clairs que vous ne développerez pas des compétences techniques cloud. Ok, en fait, ce que je veux dire, c'est que notre objectif n'est pas que vous revendiquiez une expertise, une compétence dans le cloud après cette formation. Non, vous serez familier, mais ça ne sera pas la compétence. Il y aura d'autres formations dans le futur. Donc, on aura des cursus que nous allons développer dans le futur spécifiquement pour le cloud. D'accord? Donc, dans cette session, je vais donc vous apprendre à créer un serveur Linux comme nous l'avons fait tout à l'heure avec la machine virtuelle Ubuntu. Nous allons créer la même chose dans un serveur Linux Ubuntu dans le cloud, spécifiquement dans DigitalOcean. Alors, ce qu'il faut dire là, c'est que, en fait, il n'y a pas un seul fournisseur cloud. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez le cloud, ce qui va s'opposer, ce sont les différentes offres. Donc, ce qui va vraiment, en fait, déterminer. Une fois que vous avez déterminé que vous allez aller dans le cloud, il faut maintenant identifier ou détecter l'éditeur cloud ou le fournisseur cloud que vous allez utiliser pour mettre en place votre infrastructure. Et pour cela, il existe une multitude de fournisseurs cloud. Vraiment, il en existe plusieurs, que ce soit en Europe, précisément en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Australie. En tout cas, dans la majorité des pays occidentaux, il y en a beaucoup. En France, vous aurez par exemple des éditeurs comme OVH.
Aux États-Unis, vous en avez énormément, énormément, énormément. Mais il y a aujourd'hui deux gros acteurs qui sortent. Lorsqu'on va faire vraiment le cloud de façon sérieuse, il y a deux gros acteurs qui se partagent la majorité des parts de marché. Il s'agit de Microsoft Azure, donc Microsoft avec son offre cloud Azure et Amazon avec son offre cloud AWS, AW Web Service. Ces deux sont les mastodontes. J'aurais pu rajouter Google Cloud, mais je préfère rester sur Microsoft Azure et Amazon AWS. C'est vraiment les plus gros. Donc, si aujourd'hui vous voulez faire carrière ou si vous voulez vous spécialiser dans le cloud spécifiquement, moi je vous recommanderais de choisir l'une de ces, donc de vous spécialiser dans l'un de ces deux éditeurs, Azure, AWS. Ok? Maintenant, ça c'est les gros. Après, il y a également dans le segment du cloud, il y a le segment des petits, on va dire ça comme ça. Donc là, on est sur des plateformes qui sont beaucoup plus segmentées, beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus rapides. Par exemple, on aura des petits comme DigitalOcean. DigitalOcean, c'est un fournisseur cloud, mais clairement, on ne va pas être à l'échelle de Microsoft Azure ou d'Amazon Web Service. Hein. Là, on est vraiment en quelques serveurs. On m'a dit que c'est beaucoup plus pour les PME, des petites entreprises, qui est DigitalOcean. Et c'est avec DigitalOcean que nous allons en fait travailler tout au long de cette formation. On va utiliser l'offre IaaS et l'offre PaaS de DigitalOcean. Alors, comme on est dans le cloud, vous avez compris que le cloud est facturé à l'usage. Donc, il va vous falloir peut-être dépenser un peu, mais il y a un programme d'affiliation de DigitalOcean qui vous donne 60 jours gratuits. 60 jours gratuits. Donc, je suis affilié à DigitalOcean et j'ai un lien. J'ai supprimé le lien parce que j'ai supprimé mon compte DigitalOcean pour le créer en fait avec vous au départ. Ok? Donc, vous allez utiliser le lien DigitalOcean que je vais vous donner et grâce à ce lien, vous pourrez bénéficier de 60 jours gratuits du cloud de DigitalOcean. Donc, en 60 jours, c'est 2 mois. Donc, vraiment, en 2 mois, je pense que vous aurez le temps de largement finir la formation. Ok, en 2 mois, vraiment, vous aurez le temps de finir la formation. En tout cas, dans la partie cloud, dans certains serveurs, parce que c'est pas tout qu'on va faire en cloud. Ok, donc 60 jours. Il y a également des offres gratuites, par exemple avec Oracle Cloud Infrastructure. Alors, disons-le maintenant, hein, Oracle n'est pas un gros joueur du cloud, d'accord? Mais ils ont cette offre que j'ai découvert là au hasard. Les services cloud always free. Infrastructure, base de données, services supplémentaires. Bon, alors, ils ont une offre. Vous pouvez expérimenter avec ceci, ok? Vous pouvez expérimenter avec ceci. C'est juste que j'ai conçu la formation avec DigitalOcean, ok? Donc, vous pouvez tester Oracle Cloud. Donc, allons-y, Digital. Donc, cliquez sur le lien d'affilié qui vous a été offert dans la formation. Donc, dans le lien, normalement, quand vous êtes inscrit à la formation, vous avez reçu un mail. Dans ce mail, il y a le lien d'affiliation pour DigitalOcean. Donc, vous cliquez sur le lien là. Comme ça, vous allez tomber sur DigitalOcean. Bon, vous pouvez faire le Google Translate, mais je préfère rester en anglais parce qu'en anglais, il y a des mots qui ont une sémantique qui est complètement différente que celle qui est en français. Donc, DigitalOcean, vous êtes dessus. Regardons les différents produits. Ils ont Kubernetes, donc des clusters Kubernetes, on va y revenir. Ils ont le stockage, ils offrent le service de stockage. Ils offrent les connectivités, dont les networking. Par exemple, le virtual private cloud, donc un cloud privé virtuel. Ils offrent des pare-feux. Ils offrent des load balancers, donc des répartisseurs de charge. Ils offrent des adresses IP. Ils offrent des services DNS. Ils offrent des bases de données managées. Donc là, c'est des bases de données fully managed. Donc MongoDB, MySQL, Postgre, Redis. Ils offrent de la puissance de calcul. Droplet, c'est les VM. C'est le nom qu'ils donnent à leur VM. Les VM, Kubernetes, les plateformes, Function App Platform, et des services comme les CLI, les API, etc., etc. Ok, donc sinon voici leur offre principale. Le compute, calcul, la puissance de calcul, avec les droplets et Kubernetes, le stockage et le réseau. Le réseau et les bases de données managées. Vous voyez qu'on est vraiment sur
la composition d'infrastructures, allez, on va dire moyennes, pour des entreprises plutôt moyennes, des petites ou moyennes entreprises. Là, on n'a pas DigitalOcean, clairement, on n'est pas dans une optique de livrer l'infrastructure de toute une méga grosse banque. D'ailleurs, si on regarde la liste de ses clients, vous voyez que pour beaucoup, là, ce sont des startups. Ouais. Les clients, beaucoup, c'est des startups. Il n'y a pas de grandes banques, il n'y a pas de gros systèmes. OK? C'est vraiment des startups. Okay? C'est pourquoi, justement, j'ai choisi DigitalOcean. Je vais aller sur pricing pour que vous voyez le pricing. Donc, les droplets, c'est les machines virtuelles. Donc, vous voyez que là, il vous dit, il facture à $4 par mois. Starting price. Là, ils disent $4 par mois pour une machine virtuelle. Ah, ok. Maintenant, tout dépend donc de la composition de la machine virtuelle. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais là tout à l'heure. Donc, on dit par exemple que $4 par mois, en fait, ça correspond à une machine une machine régulière, qui a 512 mégas de mémoire, un CPU, donc vraiment un CPU, qui dit un CPU, c'est un microprocesseur avec une unité de calcul. Ça, c'est vraiment une machine très basique. Une capacité de réseau de 500 gigas, 10 gigas de stockage en SSD. OK. À $6, on a 1 giga de mémoire. Bon, nous, on sera autour de 4 gigas. Donc, nous, on sera autour de ceci, $24. Pour notre cas d'exemple, par exemple, pour le serveur Linux qu'on a installé tout à l'heure, on aura besoin de 4 gigas de mémoire, 2 vCPU. Bon, on a besoin de 4 Tera. En tout cas, ça sera à peu près ceci. Ou alors l'offre à $18. Vous voyez que plus les caractéristiques de la machine virtuelle augmentent, plus le prix augmente. Et là, c'est régulier. Il y a également le type de processeur qui compte. Si vous voulez, par exemple, les processeurs AMD. Donc, on est à $7. Les capacités de la mémoire même changent, vous voyez. Si on prend Intel, $7, les prix changent, quoi. Maintenant, si on dit on veut plutôt des machines virtuelles qui sont très optimisées en CPU. Très optimisées en CPU. Donc, on a 2 unités de calcul. Par exemple, là, on a 4 unités de calcul, 5 Tera. Maintenant, il faut voir la cadence des machines là, des unités. Donc, ça, c'est un CPU avec 4 unités de calcul, donc 4 corps, 100 Go en SSD. Ouais, que ça commence à chiffrer, hein, $94 par mois. Si on veut plutôt des memory optimized, donc des machines avec des mémoires plus importantes, ça, c'est sous des serveurs qui utilisent beaucoup de mémoire. 16 Go avec 4 Tera de transfert de données. Donc 4 Tera en débit. Un CPU avec 2 unités de calcul, 2 corps, $84. Si vous voulez 32, bon, prenons par exemple 64, ça commence à chiffrer 338. Un peu. General purpose, donc ça c'est utilisation générique, générale. Ouais. Et le basique. Le basique, c'est là où on était, quoi. Et ouais, que c'est pourquoi ils mettent $4, ils mettent l'astérisque. Ouais. Donc, c'est ce que je vous expliquais. C'est comme ça, en fait, que le fournisseur va facturer ses offres. Après, maintenant, si vous vous professionnalisez dans le cloud, je vous rends compte que un éditeur comme Microsoft avec la solution, avec sa solution Azure, ou un fournisseur comme Amazon avec sa solution AWS, ces entreprises-là ont des offres qui sont vraiment très, très complexes parce que là, vous voyez que les offres sont isolées. Mais quand vous avez toute une infrastructure complexe, ils ont vraiment une offre, ces éditions ont vraiment des offres qui sont très, très, très complexes, vraiment très complexes. Ça demande vraiment une expertise, quoi. Donc, allons-y. On va donc s'inscrire. La première chose, donc, ne cliquez pas sur DigitalOcean. Utilisez le lien que je vous ai envoyé, qui est le lien d'affiliation. Si vous ne retrouvez pas ce lien, faites-en la demande dans le groupe privé des étudiants, ok? Parce que si vous utilisez comme ça, vous serez facturé en fonction de la machine que vous allez prendre. Alors, en fonction du rythme le rythme auquel vous allez aller dans la formation, si vous pouvez vous permettre, par exemple, de prendre des serveurs plus gros pour expérimenter, parce que moi aussi, je fais souvent ça. J'utilise DigitalOcean pour faire des tests personnels, même pour faire mes apprentissages personnels. Ça me coûte peut-être 50 €. Après, je
Je fais après, j'arrête. Vois un peu. Je fais après, je supprime la ressource. Donc, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous utilisez dans le cadre de la formation le lien, mon lien sponsorisé et vous aurez 60 jours gratuits. OK? Donc, sign up. Sign up, c'est-à-dire que vous créez votre compte. Je peux créer mon compte avec GitHub ou je peux créer mon compte avec par email. Allons par email. Par exemple, alors moi j'avais déjà un compte mais je l'ai supprimé. Juvenal contact @data. Je mets un mot de passe. Alors l'adresse là, je vais mettre par exemple jvc35@yahoo.fr. Je crée le compte. Donc là, il fait un check-in. OK. Là, il a checké et il a créé mon compte. Donc, moi, j'utilise LastPass pour l'enregistrement des mots de passe. Moi, je pense que c'est parce que j'avais déjà créé mon compte. OK. Donc, en temps normal, il va vous demander de valider. OK, c'est ça ici, par exemple. Et que là, il m'a demandé là, confirm your digital account. Donc, je clique là. Vous avez sûrement reçu un lien comme ça. Donc, quand vous avez reçu le lien, vous cliquez sur le lien pour vous enregistrer, pour confirmer votre adresse mail. Il va vous demander de rajouter un moyen de paiement. OK? Vous pouvez utiliser Google Pay, Pay with PayPal ou Add a Card. Alors, ils ne vont pas vous facturer. OK? Comme je vous ai dit, j'avais déjà un compte sur DigitalOcean. Je l'ai supprimé pour qu'on aille de zéro pour que vous voyez. Donc, vous ajoutez votre carte bancaire. Vous ajoutez une carte bancaire, il ne va pas vous facturer. C'est juste pour vous garantir que vous êtes bien, en fait, réel. D'accord? Que vous êtes bien réel. Donc, je vais entrer mon numéro de carte. Maintenant, le billing address, ça c'est l'adresse de facturation. Donc, je vais mettre là, la mienne, l'adresse sera France. Parce que j'utilise une carte française, une carte bancaire française. Donc, je me saisis une adresse. Et j'enregistre Save Payment Method. Et là, il fait une vérification. Donc, moi, je vais me connecter dans mon compte bancaire. Donc, là, il va me retirer $1. Il va remettre les $1. Ok, n'ayez pas peur. C'est vraiment juste pour valider votre compte bancaire. Moi, je vais me connecter à ma banque parce que c'est comme ça, quand j'effectue une opération par carte bancaire, j'ai activé la double authentification pour valider l'opération. Il se peut que ce soit également le même pour vous. OK, donc là, j'ai validé. OK, donc là, donc je vais fermer ceci. Donc, me voilà, mon compte a été créé. Donc, normalement, à ce stade, vous devez avoir cet écran. Après, l'interface change beaucoup, hein, mais je sais quand même que la création du compte, c'est toujours à peu près comme ça. Et qu'on va vous demander votre adresse mail, ensuite votre carte bancaire pour valider que vous êtes bien un humain et pas un robot. On va vous prélever peut-être un dollar ou €1 en fonction de la devise. Probablement $1. Après, on va vous rembourser cet argent. Peut-être au plus tard dans 3 jours, dans une semaine, juste pour valider. Donc, une fois que cette opération bancaire est faite, vous devez avoir ceci. OK? Alors, vous êtes le propriétaire du compte. Si vous cliquez sur My Account, donc voilà vos informations. Vous avez un rôle. OK? Vous avez un rôle et vous travaillez dans une team. Vous êtes dans une team par défaut. Tout le monde est dans une team par défaut parce que, bien évidemment, on est dans un abonnement. Donc, on est dans un abonnement, on peut avoir plusieurs administrateurs de l'abonnement. C'est pourquoi mettre là ils ont créé My Team. Donc, nous, on aura une seule team. On a besoin de créer une deuxième team. Facteur d'authentification. Donc, voilà. Si je veux, voilà. Voilà l'utilisation des ressources. Donc, voilà. Donc, vous venez là. Go to My Team. Vous cliquez sur Go to My Team. Ou vous cliquez sur My Account. Si sur My Account, ça n'a pas dérangé. Voilà. Donc, vous allez créer un nouveau projet. OK? Donc, si vous avez cliqué sur My Account tout à l'heure, comme ici. Donc, je reviens là. Si vous avez cliqué là, My Account, ça vous a peut-être mené ici.
Ok, si ça vous amène là, à la page ici là, avec l'ensemble des produits, normalement quand vous cliquez sur My Account, ça doit vous amener sur la liste là avec tous ces onglets verticaux, comme ça, avec les onglets verticaux là représentent les services de DigitalOcean. Ok, si ça crée la même erreur que moi, vous voyez là, ça envoie une requête en boucle. Vous venez plutôt ici, vous cliquez sur Go to My Team. Voilà, dans Go to My Team, il y a donc les ressources, les activités, les paramètres. Vous allez créer donc un projet. Donc, votre infrastructure dans DigitalOcean va toujours se créer à l'intérieur d'un projet. Create. Donc, vous cliquez sur Create. OK. Voilà, vous faites New Project. Bon, de toute manière, là, c'est dans First Project. OK. Ça va créer automatiquement dans ce projet. Create et voilà l'ensemble des services. Donc, créer des serveurs cloud. Okay, ils appellent ça des droplets. Créer un cluster Kubernetes, ça sera pour plus tard, lorsqu'on va déployer Kubernetes en production. Déployer une application, créer une base de données, un cluster de base de données, créer un volume de stockage, créer un espace de stockage, router des domaines existants, créer un firewall, un firewall, un pare-feu cloud. On va voir cela dans la notion de firewall, donc de pare-feu, de DNS, de domaine, dans la section suivante, les adresses IP réservées, les load balancers. On va également voir ça tout à l'heure. Okay. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la création de droplets. Ok. Normalement, ici aussi, ça apparaît. Voilà. Donc, ici. La même, c'est ça qui va apparaître tout à l'heure là quand vous cliquez sur My Account. Donc, vous pouvez cliquer ici dans Droplet ou vous faites ici Create. Donc, cliquez là, Create Cloud Server. Voilà. Là, il me demande de créer. Donc là, je crée un serveur. Le serveur que je vais créer, c'est un Ubuntu. Ok. Donc attention, donc je crée un serveur. Donc c'est une machine virtuelle que je vais créer. Et vous voyez que là, il me donne déjà le choix du système d'exploitation que je vais installer. Donc là, on est dans une offre IaaS. C'est pas une offre PaaS là, c'est une offre IaaS. Ok. Parce que dans l'offre IaaS, ce que je facture, ce que je mets à disposition, c'est l'OS, la machine avec l'OS. Ok, mais ici, l'OS n'est pas facturé. Ce qui est facturé ici, c'est les ressources. Voilà, c'est ça. Vous voyez, les CPU, c'est vraiment la machine physique avec le stockage, la réseautique, vraiment la partie hardware, mais pas la partie software. Ok, donc, distribution, marketplace. Il n'y a pas custom image. Là, c'est si vous voulez jeter votre propre distribution. Donc, nous, on va utiliser Ubuntu. OK. Il y a CentOS aussi. Donc, Ubuntu. Je vais prendre la version 22. Donc, nous, on a... Quelle est la version que nous, on a? On a la version Ubuntu 64 bits. Je pense que la version 22. Alors, je vais aller vérifier ça rapidement. Juste pour voir si on est en phase. Si l'éditeur évolue en phase avec l'open source, du moins avec les technologies open source. Donc, nous, on a installé Ubuntu tout à l'heure dans la machine virtuelle. Donc, nous, on était sur la 22.04. Et vous voyez qu'ici, nous propose la 22.04 64 bits. Donc, c'est exactement la même version du système d'exploitation que celui qu'on a en machine virtuelle. Et c'est ça qu'on veut. Donc, c'est Ubuntu. Donc, prends bien ça. Si vous voulez descendre, voilà les versions supportées. Donc, 22.04, c'est lui que je prends. Ensuite, il me propose un plan. Choose a plan. Donc là, pour le moment, c'est les basiques. Tout ceci est en grisé parce que ce n'est pas facturé. OK? Ce n'est pas, apparemment, l'offre qui m'offre là, comme je suis nouvel utilisateur, je pense que j'ai 30 jours potentiellement pour utiliser le gratuit. Après, ça sera payant. Donc, vous, ça sera 60 jours quand vous allez quand vous allez passer par le lien d'affiliation. Donc, je vais créer un lien d'affiliation ici. Et vous aurez ça. En tout cas, il a déjà été envoyé, ok? J'ai supprimé mon compte, donc l'ancien lien d'affiliation n'est plus valable. Je vais vous envoyer le lien là. Et vous pourrez l'utiliser. Donc, Share CPU. Donc là, vous voyez que je n'ai le droit que sur le plan qu'ils appellent basique.
Dans le plan basique, j'ai un CPU qui est partagé. Et dans les CPU options, j'ai les premium AMD avec les NVMe SSD. Il y a plusieurs options, régulier, premium. Donc nous on a besoin de 8 Go. On a même besoin de moins. On a aussi besoin de 6 Go, 4 Go de mémoire. On a besoin de ça. Bon, c'est la création. Donc je vais prendre ça. 1 Go c'est peu. Alors à 2 Go. 60 Go de disque 3. Voilà, prenons ceci. Ok, basique. Voilà, prenons cela. Add block volume, block storage. Le block storage, c'est quoi? C'est un stockage qui est indépendant du stockage de la VM. Donc c'est un peu comme une réplique du stockage de la VM. Parce que le stockage, si 60 Go, c'est dans la VM. Ok? Donc nous, on n'aura pas besoin d'un volume. Ici, vous avez choisi ce qu'on appelle dans le jargon cloud le tenant. Tenant, T-E-N-A-N-T. Tenant, comme ça. Le tenant. Le tenant, c'est un peu comme la région dans laquelle votre serveur est hébergé. Mais bon, moi, je crois pas beaucoup à ça. Parce que vous n'avez pas le contrôle. Vous ne savez pas où est-ce que les données sont vraiment hébergées. Et en plus, pour garantir la haute disponibilité, pour garantir la disponibilité de vos serveurs, de votre infrastructure, il y aura forcément réplication ou géoréplication entre les serveurs. Donc, entre les serveurs de différentes régions. Ce qui fait que vos données ne seront pas nécessairement toujours dans la région que vous avez choisie. Donc là, vous allez choisir la data center. En tout cas, la bonne pratique, c'est de choisir le data center le plus proche de vous. Donc le plus proche du pays dans lequel votre entreprise opère. Donc par exemple, si vous êtes au Canada, vous pouvez choisir Toronto ou New York, San Francisco aussi. Donc vous pouvez choisir là. Si vous habitez au Canada, vous n'avez pas par exemple choisir Bangalore. Pour stocker vos data centers. Parce que de toute façon, c'est pas comme si dans cette offre, le tenant ou la région du data center n'influence pas le prix. Okay? Donc, ça n'a pas d'intérêt d'aller là. Ça va augmenter à Bangalore que vous êtes alors que vous opérez au Canada. Okay? Ça va occasionner des grosses latences sur le réseau. Un débit, un transfert de données depuis l'Inde pour le Canada. Alors que vous pouvez rapidement augmenter en choisissant la zone la plus proche. Donc, si vous habitez en France, ça sera par exemple le serveur d'Amsterdam. Je vous recommande Amsterdam, Francfort ou London. Si vous habitez en Afrique, dans un pays d'Afrique, par exemple, si vous habitez au Cameroun, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, au Gabon ou au Congo, vous pouvez prendre London, Francfort, Amsterdam. Donc, l'Europe est plus proche. Ok? Si vous habitez en Amérique, c'est les pays d'Amérique. Si vous habitez à l'Est, dont la Chine, l'Inde, l'Australie, prenez Bangalore. Okay? Donc ça, c'est là où DigitalOcean a ses data centers actuellement. Okay? Donc moi, je vais prendre Toronto. Parce que moi, je tourne la formation, je suis à Montréal. Le VPC, le Virtual Private Network, donc ça, c'est la réseautique. La réseautique, ça s'appelle Default Thought. Donc, il dit ici que toutes les ressources que vous avez créées dans ce data center seront dans le même réseau privé. Donc, de toute manière, ici, j'ai une seule machine. L'authentification, normalement, c'est le SSH. C'est pas l'authentification au serveur. C'est la manière dont on s'authentifie au serveur. Je vous ai dit que dans la formation, à un moment donné, on va se connecter au serveur distant via accès SSH. OK? Donc, les machines là, les serveurs qu'on va créer dans DigitalOcean, nous, on va les accéder à travers notre poste physique ou nos VM sur notre poste en local sans avoir à aller sur DigitalOcean. Ça sera plus tard. Okay? Donc, pour le moment, on va laisser password. Alors, le user, par défaut, c'est le root. Hein. En Linux, le user, c'est root. Donc, mettez un mot de passe. Par exemple, JVC35, comme dans Linux. C'était JVC35 JS. Bon, là, ils disent que ça doit contenir au moins 8 caractères 1990. Ils disent que ça doit contenir un upper letter. Ok, ils disent que ça peut perdre le premier. C'est un peu compliqué. Ça ne peut pas finir avec un nombre ou un caractère spécial. Donc, je vais mettre A comme ça. Là, ils sont contents. Donc, je vais enregistrer ce mot de passe quelque part. Qu'on ne le perde pas. Mot de passe du serveur
Linux parce qu'on va l'utiliser plus tard. JVC transfert machin. Quoique plus tard on va passer en mode SSH. Maintenant que j'ai créé le mot de passe pour m'authentifier aux routes, vous voyez que si vous activez les backups, dans les backups c'est les restaurations, les copies de restauration, c'est 3,60 $ par mois et par machine virtuelle. Si vous activez le monitoring, il va collecter les métriques sur le fonctionnement de la machine. Il dit que c'est gratuit. On peut cocher. On active le networking IPv6. On va y revenir. On peut cocher. Bon, ça on n'a pas besoin. Maintenant, on dit how many droplets. Combien de droplets vous voulez donc? Combien de machines virtuelles? On veut une seule. On veut une seule machine virtuelle. La machine virtuelle, c'est notre serveur. Là, il demande le nom de notre host. Donc, ça, c'est le nom de notre machine virtuelle. Ça, c'est un peu comme, oui, c'est comme l'adresse, pas l'adresse IP, mais c'est le nom de notre machine, quoi. Comme dans la machine virtuelle Linux qu'on a créée, on avait appelé la machine juvénale. Donc, ils sont un peu appelés serveur Ubuntu Cloud Test. Okay? On peut taguer. Les tags, c'est un outil d'organisation quand on commence à avoir plusieurs machines. Okay? J'enregistre dans quel projet? First Project. Et je vais donc créer je vais passer en revue, ensuite je vais créer la machine. Bon, 2 Go ici, c'est peu quand même. Prenons plutôt 4 Go. Okay? 4 Go de mémoire, 2 CPU, c'est correct. Image, distribution Ubuntu, basique. Tag, on est OK sur la VM, la configuration de la VM. On n'a pas besoin d'un bloc storage. L'activation du VPC Network, c'est obligatoire de toute façon. L'authentification par mot de passe pour le moment parce que je dois d'abord expliquer le concept d'authentification, comment ça marche et le protocole SSH, comment on l'utilise. J'active le monitoring, j'active le IPv6. C'est une machine que je veux. Et je clique sur Create Droplet. Ça va prendre un peu de temps. Peut-être 1 minute à peu près. En général, ça prend 1 minute. Donc c'est ça, c'est en train de créer la machine. OK. Donc là, c'est prêt. La machine est prête. Voilà son adresse IP. Le volume, on demande de monter un volume. Backup. A des domaines. Je peux ajouter un domaine, donc j'ai un domaine. J'accède à la console. Je peux redimensionner la machine virtuelle. Je peux rajouter du stockage, l'usage, de backup, etc. Je peux détruire la ressource. Donc, je clique sur le serveur. Donc là, la machine virtuelle a été créée, que ça n'a même pas pris 10 minutes. Et voici l'adresse IP du serveur. Je vais vous en parler tout à l'heure dans l'infrastructure. L'utilisation, on n'a pas encore utilisé, donc c'est vide là. Donc ça, c'est les graphiques de monitoring, le CPU, la bande passante, l'usage du CPU, l'IO du disque. Ok. Allez, on va sur l'onglet accès. L'accès, donc ça, c'est l'authentification. L'authentification se fait en route. Donc si je clique là sur Launch Droplet Console, je vais me connecter en tant que route, j'entre le mot de passe et je serai sur la console. Recovery console, reset password, la power. Si je vais arrêter le power. Donc alors, turn off droplet, alors la facturation des droplets ici, donc dans des machines virtuelles, dans DigitalOcean, n'est pas sur l'usage. En tout cas, les machines virtuelles, c'est pas sur l'usage, c'est vraiment sur les capacités. Donc c'est un coût fixe que vous allez payer mensuellement. C'est la capacité qu'on vous facture au mois. Ce n'est pas l'usage qu'on facture au mois ici. Donc même si vous arrêtez la machine virtuelle, vous allez quand même payer. D'accord? Parce que vous avez quand même réservé ceci. Donc c'est ça qu'on vous facture mensuellement. Et donc si vous voulez qu'on arrête de vous facturer, vous devez en fait killer la machine. Ok? Vous devez killer la machine. Les volumes. On n'a pas besoin de volume. On n'a pas besoin. Resizing. Si vous voulez changer les configurations, donc c'est ça. Le prix qu'on vous facture. Le networking.
IPv6, IPv4. Donc, voici l'adresse IP. Le gateway, le subnet. On va revenir sur tous ces concepts de gateway, subnet, etc. Les backups, kernel, history, destroy. Ok, donc voilà. Maintenant, je vais accéder à ma machine. Alors là, c'est un serveur. Attention, c'est un serveur. Là, le serveur est on. Vous voyez comme c'est là. C'est turn on. Donc, comme le serveur est on, ce n'est pas un serveur qui fournit les outils clients. Donc, c'est un serveur dans lequel Linux est installé. Okay, donc, c'est un serveur Ubuntu. Donc, on a installé Linux à l'intérieur. Et donc, quand vous allez lancer, vous n'allez pas voir, en fait, il n'y a pas d'outils clients. Les outils clients de Ubuntu qui nous permettent d'aller dans les tableaux, vous n'allez pas voir ça, en fait, parce qu'on est sur les serveurs. Dans les serveurs, tout l'aspect interface graphique qui permet à l'utilisateur final d'interagir avec la machine, il n'y a pas ça. Ok, il n'y a pas ça parce qu'on est sur un serveur. Ok, donc quand on va lancer le droplet ici, console du droplet, vous lancez le droplet comme ça. Voilà, vous êtes connecté à la machine. Voilà, vous êtes là comme ça, là vous êtes connecté à la machine. C'est ça, c'est un serveur. Ok, c'est un serveur. Donc par exemple, si je fais pwd, voilà, je suis sur le route, l'utilisateur route. Et si je fais ls, je fais ll, voilà, donc je suis sur la machine quoi. Okay. Si je fais par exemple apt-get, voilà, donc je suis sur la machine, je peux commencer à travailler sur la machine. Je fais history, je vais vous montrer toutes ces commandes tout à l'heure. Ok, donc voilà, je suis sur la machine là, donc là le serveur il tourne. Ok, c'est pourquoi vous voyez, il peut répondre aux questions. Si je fais, bon, c'est bon. Si je fais, oui, je vais faire ping 127.0.0.1. Il fait le ping. Donc, il se ping lui-même. Donc, il envoie une adresse. Il envoie une adresse locale host, quoi. Vous voyez que ça marche. La réponse du serveur, c'est ça. Ça veut dire que le serveur est en marche. Tout ça, c'est pour vous dire que le serveur fonctionne. OK. Donc, je vais fermer la console. C'était pour vous montrer, en fait. Donc, voilà. Donc, on a atteint notre objectif. On a créé le serveur Ubuntu. Le même serveur que tout à l'heure. C'est juste que là, c'est un serveur. Il n'y a pas l'aspect interface graphique qui permet d'interagir avec le client. De toute façon, l'aspect client, là, on va pas beaucoup l'utiliser. On sera beaucoup en interface. On va beaucoup utiliser les terminaux pour interagir avec les serveurs et pour pouvoir effectuer de l'administration de notre infrastructure. Okay? Donc, pour le moment, voici ce qu'il faut savoir. Voici comment créer un serveur Linux dans un fournisseur cloud, notamment DigitalOcean. Bien évidemment, on va aller plus loin. Okay? On va aller plus loin tout au long de la formation avec la machine. Je vais vous montrer les différentes options, comment. Donc, en tout cas, quand on va créer l'infrastructure informatique, on va continuer, on va rajouter les options. Vous allez voir au fur et à mesure. On va aller plus loin que ça. Okay? Mais là, comme ça, prime abord, première leçon, voilà comment faire pour créer un serveur Linux dans le cloud. Donc, les notions seront toujours les mêmes, que ce soit sur AWS ou Azure, mais la plateforme cloud que vous allez utiliser aura ses propres spécificités. OK? Mais les principes globaux seront toujours les mêmes. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette séance, n'hésitez pas à nous les poser dans le groupe privé des étudiants. Merci.